Pierre Dubois avait 35 ans et des mains couvertes de graisse depuis 20 ans de travail. Il gérait un petit garage mécanique à Roissy en France, près de l'aéroport, réparant de vieilles Renault et des scooters pour des clients qui comptaient chaque euro. Cet après-midi de juillet, alors qu'il fermait le garage, il entendit un bruit assourdissant au-dessus de lui. Un jet privé volait bas. Trop bas, le moteur toussant et crachant de la fumée noire. Il le regarda atterrir en urgence sur la piste de l'aéroport, à quelques mètres de son garage. Il courut vers la clôture et vit le jet immobilisé sur la piste. Une femme descendit de l'appareil. Grande, élégante, lunettes de soleil sombre, tailleur noir impeccable. Elle regardait l'avion avec une frustration contrôlée, tandis que les techniciens de l'aéroport secouaient la tête. Ils ne pouvaient pas réparer ce type de moteur. Il fallait des pièces spéciales, des jours d'attente. La femme avait une réunion cruciale à Lyon dans 4 heures. Pierre, appuyé contre la clôture, reconnut le son du moteur. C'était le même défaut qu'il avait réparé 1000 fois sur de vieux moteurs diesel. Le principe était différent, mais le problème était identique. Il cria à travers la clôture quelque chose qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Si tu es prêt pour cette histoire, écris d'où tu regardes cette vidéo. Pierre Dubois n'était jamais monté dans un avion de sa vie. Il avait vu l'aéroport de Roissy depuis son garage pendant 20 ans, observant des jets privés décoller pendant qu'il réparait des Clio usés et des scooters. Son père lui avait laissé le garage à sa mort il y a 10 ans. Un petit hangar en tôle où Pierre travaillait 6 jours par semaine, gagnant à peine assez pour survivre. Ses clients étaient des retraités et des familles qui dépendaient de leurs vieilles voitures. Sa réputation était solide, construite avec un travail de qualité. Cet après-midi de juillet était particulièrement chaud. Pierre avait passé la journée à réparer un Kangoo avec 300 000 kilomètres. Il était sur le point de fermer quand il entendit le bruit. Pas le ronronnement normal d'un avion, mais quelque chose de mauvais. Un moteur qui toussait comme un homme qui se noyait. Pierre sortit et leva les yeux. Un jet privé volait trop bas. Une fumée noire dense sortait d'un des moteurs. Il le vit virer vers la piste. L'atterrissage brutal, mais sûr. Le jet s'arrêta à 200 mètres. Pierre marcha vers la clôture. Il pouvait voir des techniciens courir. Après quelques minutes, une femme descendit du jet. Même à distance, elle appartenait clairement à un autre monde. Tailleur noir coûteux, cheveux parfaits, lunettes de soleil chères. Les techniciens secouaient la tête. Pierre imaginait la conversation. Pièce spéciale, jour d'attente. La femme parlait au téléphone avec frustration croissante. Un des techniciens s'approcha de la clôture. Pierre demanda ce qui s'était passé. Moteur bloqué, système d'injection compromis. Pièces de lion nécessaires. 2 ou 3 jours minimum. Pierre dit qu'il pouvait peut-être aider. Le technicien rit. Ce n'était pas un scooter, mais un jet de 10 millions. Mais Pierre insista avec l'obstination de 20 ans d'expérience. Le technicien haussa les épaules. La dame devenait folle. Si ce mécanicien pensait pouvoir faire quelque chose, pourquoi pas? Pierre marcha jusqu'à la porte de service. Le gardien, sceptique, appela par radio. Après 1 minute, il ouvrit. La dame avait consenti. Pierre traversa la piste. La femme enleva ses lunettes et le regarda avec des yeux bleus qui semblaient tout voir. Son regard le scanna. Vêtements tachés, mains de travail, et conclut qu'elle perdrait du temps. Mais il y avait du désespoir dans sa posture. Elle demanda s'il était mécanicien. Pierre confirma, expliqua qu'il avait entendu le moteur et reconnaissait le problème. La femme croisa les bras. Les techniciens disaient qu'ils avaient besoin de pièces spéciales. Ils réparaient quoi? Des Renault Clio? Pierre admit que oui, principalement des voitures économiques. Mais les moteurs étaient des moteurs. Les principes restaient les mêmes. Un système d'injection bloqué dans un jet n'était pas si différent d'un vieux diesel. La femme rit sans humour. C'était un jet bombardier avec des moteurs de 4 millions chacun. Pierre insista. Le son qu'il avait entendu, il le connaissait. Système bloqué par carburant contaminé. Pas besoin de pièces spéciales, juste nettoyer et rééquilibrer. Combien de temps? 2 heures, peut-être 3. Les techniciens disaient 2 jours minimum.
Pierre expliqua qu'il suggérait de résoudre le problème réel directement au lieu de suivre les protocoles. Silence. Puis la femme demanda s'il pouvait payer les réparations s'il endommageait quelque chose. Pierre rit amèrement. Il ne pouvait même pas payer une roue, mais il ne l'endommagerait pas. Et s'il échouait, l'avion serait dans la même situation. La femme l'étudia, calculant. Puis elle dit qu'elle lui donnait 2 heures. Les pilotes pouvaient observer. Elle avait une réunion à Lyon dans 4 heures, valant 8 millions. S'il l'y amenait, il y aurait une récompense. S'il échouait, il avait gaspillé du temps. Pierre courut à son garage, prit ses outils et revint où les pilotes l'attendaient avec scepticisme. Mais Pierre ne les regarda pas. Il regarda le moteur et vit exactement ce qu'il avait imaginé. Le moteur du jet était de la complexité pure qui faisait paraître tout moteur de Pierre comme un jouet. Mais sous toute cette sophistication, il reconnut les principes fondamentaux qu'il connaissait par cœur. Le système d'injection était bloqué avec des contaminants visibles. Le carburant de basse qualité avait laissé des dépôts bloquant les lignes, empêchant le flux correct, causant cette fumée noire caractéristique. Les pilotes et techniciens observaient avec un mélange de scepticisme et de curiosité cachée. Pierre les ignora. Il se concentra avec cette intensité totale, où tout disparaît sauf le problème, et vos mains cherchant la solution. Trouve le blocage, nettoie les lignes, équilibre le flux, teste la pression. Ces outils n'étaient pas les bons pour un jet, mais ils étaient similaires. Il dut improviser, adapter, utiliser des techniques apprises en 20 ans avec budget limité. La femme observait depuis l'ombre d'un hangar. Toutes les 10 minutes, elle regardait sa montre avec tension croissante, puis retournait au téléphone gérant des crises, déplaçant des réunions, perdant probablement de l'argent chaque minute. Après 1 heure, le pilote senior s'approcha. Il observa Pierre travailler en silence, puis demanda où il avait appris. Pierre expliqua sans lever les yeux que son père lui avait enseigné. 23 ans dans ce garage, d'abord ensemble, puis seul après le cancer. Le pilote demanda s'il avait travaillé sur des avions. Pierre rit brièvement. Il n'avait jamais même volé dans un. Son expérience était diesel, essence, quelques moteurs marins, générateurs. Mais les principes restaient les mêmes. Le pilote observa que la plupart des techniciens certifiés n'auraient jamais essayé ceci. Ils auraient suivi les manuels, attendu les pièces certifiées. C'était le chemin sûr qui protégeait des responsabilités. Pierre sourit sans regarder. Il expliqua qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre les pièces. Ses clients avaient besoin de leur voiture demain pour travailler, pour vivre. Alors il avait appris à résoudre les problèmes avec ce qu'il avait. Après 2 heures et 20 minutes, Pierre s'essuya les mains et recula. Il avait fait tout son possible. Ça marcherait ou non. Pas de demi-mesure. La femme s'approcha avec des pas mesurant la distance entre espoir et désastre. Les pilotes montèrent. Pierre resta sur la piste, cœur martelant. S'il avait échoué, les conséquences seraient dévastatrices. Le moteur s'alluma. Pas la toux malade, mais un ronronnement doux et puissant. Les pilotes vérifièrent les systèmes pendant 5 minutes éternelles. Puis le senior descendit avec une expression de surprise genuine. Ça fonctionnait parfaitement. Tous les paramètres normaux. Pression correcte, température optimale, flux équilibrés. Il ne pouvait pas le croire, mais ça avait marché. La femme regarda Pierre longuement, ses yeux plus froids, mais avec quelque chose de nouveau. Du respect peut-être. Elle demanda son nom. Pierre répondit simplement. Elle se présenta comme Catherine Moreau, un nom qui portait du poids dans l'industrie française. Elle demanda combien elle devait. Pierre, perdu sur comment évaluer ceci, suggéra 200 €. Catherine fit un son d'incrédulité. Elle avait dépensé 50 000 en maintenance les 6 derniers mois. Il avait réparé en 2 heures pour 200. Elle compta 1 000 € et lui donna une carte lourde. Elle expliqua qu'il devait venir à Lyon. Appeler, organiser le voyage, tout payer. Elle gérait des usines avec des machines qui cassaient constamment, des techniciens attendant des pièces pendant des semaines, des pertes énormes. S'il pouvait appliquer cette approche là-bas, il valait beaucoup plus de 1 000 €. Pierre regarda la carte confus.
Il réparait de vieilles Renault, pas des machines industrielles. Catherine répondit qu'il y a 2 heures, il ne connaissait rien au jet. Elle n'avait pas construit son entreprise sans reconnaître le talent. Elle voulait juste qu'il vienne, voie ce qu'il faisait, sans obligation. Elle monta dans le jet sans attendre de réponse. Pierre observa décoller, doux et puissant, sans trace du problème. Dans sa main, 1 000 € et une carte qui pesait plus que le papier. Pierre n'avait jamais quitté Paris pour plus d'1 jour. Mais le lendemain, après une nuit sans sommeil tournant cette carte entre ses doigts, il appela le numéro. Sophie répondit aux 2e sonnerie. Elle organisa tout avant que Pierre puisse changer d'avis. Billet de TGV en première classe le lendemain, hôtel 4 étoiles à Bellecour, rendez-vous au bureau de Moreau Industries à 14 heures. Le voyage en train fut presque surréaliste. Pierre était habitué au bus bondé ou à sa vieille Renault, jamais en première classe où les sièges étaient confortables comme des canapés. Il se sentait déplacé dans son meilleur jean et la chemise que sa sœur avait repassée. Lyon était différente de Paris. Vitesse, efficacité, verre et acier, gens en costume marchant vite comme si le temps était de l'argent. L'hôtel était au-delà de tout ce que Pierre avait imaginé. Marbre partout, personnel qui le traitait comme quelqu'un d'important, une chambre avec un lit plus grand que son appartement. Il se sentait comme un imposteur. Moreau Industries occupait 3 étages d'un immeuble en verre à la Part-Dieu. Pierre arriva avec 20 minutes d'avance, marchant nerveusement sur le trottoir. La réception était tout verre et marbre. La réceptionniste le regarda avec perplexité. Jeans, chaussures de travail, où elle attendait des costumes. Mais quand Pierre donna son nom, elle le traita avec respect, appelant Sophie qui descendit le chercher. Le bureau de Catherine était au 10e étage, avec vue panoramique sur Lyon. Catherine se tourna et sourit quand Pierre entra. Ils parlèrent initialement de choses légères, puis Catherine alla droit au but. Elle expliqua ce que faisait Moreau Industries, composant pour machines industrielles. 4 usines en France, 2 en Allemagne, 1 en Pologne, 5 000 employés, 350 millions de chiffre d'affaires annuel. Mais un problème chronique coûtait des millions, machines qui cassaient, techniciens coûteux, pièces commandées de l'étranger avec semaines d'attente. Chaque heure d'arrêt coûtait 30 000 € en production perdue. Hier, Pierre avait résolu en 2 heures un problème que des techniciens certifiés disaient nécessiter 2 jours et 50 000 €, avec des outils de 200 € et connaissances pratiques. Catherine ouvrit un dossier. Elle voulait que Pierre vienne travailler pour Moreau Industries. Pas comme technicien normal, mais comme résolveur de problèmes, quelqu'un qui trouvait des solutions créatives, évitant semaines d'attente et coûts énormes. Les chiffres étaient choquants. Salaire de 60 000 € par an, plus du triple de ce que Pierre gagnait, logement payé près de l'usine à Vénissieux, voiture de société, assurance santé complète, 4 semaines de congé. Pierre écouta en sentant le monde tourner. Ce n'était pas juste l'argent. C'était l'idée de quitter le garage, d'entrer dans un monde inconnu, de travailler avec des machines de millions. Il dit honnêtement qu'il ne savait rien sur les machines industrielles. Catherine répondit qu'il ne savait rien sur les jets jusqu'à la veille. Le talent qu'elle cherchait n'était pas la connaissance spécifique, mais la capacité de voir les problèmes différemment, de penser au-delà des manuels. Cela ne s'enseignait pas. Puis elle proposa quelque chose qui rendit tout moins pressant. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle voulait que Pierre visite l'usine cet après-midi. Aucun engagement, juste voir, rencontrer les techniciens, regarder les machines, puis décider calmement. Pierre accepta, plus par curiosité que par conviction. Mais en quittant le bureau pour suivre Sophie vers la voiture qui les emmènerait à Vénissieux, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une étincelle d'excitation, de possibilité, comme quand il était jeune et tout semblait possible. L'usine de production à Vénissieux était un univers que Pierre n'avait jamais imaginé. Des hangars industriels s'étendant sur des kilomètres, machines énormes produisant avec précision impossible, systèmes robotisés se déplaçant avec grâce, aliens, bourdonnement constant de production ininterrompu.
Catherine le fit visiter avec Marc, le directeur. Un homme de 60 ans avec 40 ans d'expérience, mains marquées par une vie entre machines, yeux qui avaient tout vu. Ils traversèrent des sections de processus différents. Presse hydraulique modelant le métal, tours CNC créant des formes complexes, robots et humains en synchronie. Puis ils arrivèrent où tout était arrêté. Une presse hydraulique énorme, haute comme une maison, silencieuse pendant que tout autour pulsait. Marc expliqua avec frustration. La presse allemande valait 4 millions, produisait des composants critiques, cassés depuis 3 jours. Un composant interne critique cassé, un joint propriétaire. Ils avaient besoin de la pièce d'Allemagne. Une semaine de production plus 3 jours d'envoi. 10 jours d'arrêt total. 30 000 € quotidiens. 300 000 totaux plus pénalité. Pierre regarda la machine avec intensité familière. Il demanda à la voir de près, ouvrir les panneaux. Marc, surpris, fit un geste au technicien. Une demi-heure à montrer, expliquer. Les techniciens regardaient Pierre avec scepticisme. Jean, question basique. Encore un consultant qui ne comprenait pas la complexité. Mais Pierre absorbait tout. Regardait le composant cassé, le soupesait mentalement. Étudiait les tolérances, comprenait ce qui était critique et ce qui était précision excessive. Il demanda s'ils avaient tours de précision et matériaux industriels. Marc confirma. Atelier complet. Pierre expliqua son idée. Il ne pouvait pas répliquer le composant exactement, mais il pouvait construire quelque chose de fonctionnellement équivalent. Pas parfait, pas durable, mais suffisant pour 10 jours. Un technicien senior rit, expliqua avec condescendance que ce composant nécessitait tolérance de microns, alliages spéciaux, traitement thermique, impossible dans atelier normal. Pierre hocha la tête, mais il ne cherchait pas la perfection. Juste assez bon temporairement. La différence entre excellent et suffisant était énorme en complexité, mais irrélevante fonctionnellement. Marc regarda Catherine. Catherine hocha la tête. Au pire des heures perdues. Au mieux, 300 000 économisés. Pierre passa l'après-midi dans l'atelier. Des tours CNC avec précision au micron étaient nouveaux, mais les principes identiques. Il travailla lentement, soigneusement, mesurant constamment. Les techniciens observaient avec condescendance initialement, mais au fil des heures, leurs expressions changèrent. Ils voyaient quelqu'un qui comprenait les matériaux par expérience, pas par livre, qui savait quand pousser les limites et quand respecter absolument. Après 4 heures, Pierre avait un composant brut comparé à l'allemand poli, mais les mesures montraient les dimensions critiques dans les tolérances. Installation, puis allumage. Le système hydraulique s'activa avec son profond de puissance contrôlée. Les contrôles répondirent parfaitement. La presse compléta des cycles de tests. Tout fonctionnait exactement comme prévu. Marc regarda la machine, puis Pierre avec incrédulité. Il calcula à voix haute. Pierre venait de sauver 300 000 € en 4 heures. Ce soir-là, Catherine et Pierre dînèrent dans un restaurant élégant au centre de Lyon. Catherine demanda directement ce qu'il pensait. Pierre fut honnête. C'était intimidant. Il n'avait jamais travaillé avec machines si coûteuses, sans formation formelle. Mais ça lui avait plu. Le problème fut un puzzle complexe. Quand il vit cette machine revivre, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pure satisfaction de résoudre l'apparemment impossible. Catherine sourit et demanda s'il acceptait. Pierre hésita, le poids de la décision soudainement concret. Il pensa à son garage, aux clients, à la vie simple mais prévisible. Mais aussi à ce qu'il avait ressenti cet après-midi. Possibilité d'utiliser son talent à plus grande échelle. Résoudre des problèmes avec impact réel sur des centaines de personnes. Construire quelque chose de plus grand. Il dit oui, avec une condition. Il avait besoin d'1 mois pour arranger les choses à Paris. Trouver quelqu'un de confiance pour le garage, dire au revoir aux clients et fermer cette partie de sa vie avec dignité. Catherine accepta immédiatement. 1 mois parfait pour tout préparer. Puis Pierre commencerait sa nouvelle vie. La première année fut un tourbillon d'apprentissage qui laissa Pierre épuisé et exalté à parts égales. Il dut apprendre de nouvelles machines chaque semaine, de nouvelles technologies jamais vues,
Des processus industriels si complexes qu'il fallait des semaines juste pour comprendre les bases. Mais son habileté fondamentale se traduisit parfaitement dans ce nouveau monde. Voir les problèmes sous des angles que d'autres ne considéraient pas. Penser au-delà des manuels quand les manuels ne fonctionnaient pas. Comprendre quand il pouvait improviser et quand il devait suivre les règles exactement. Il devint rapidement une figure légendaire dans les usines Moreau. Quand quelque chose cassait et les techniciens normaux étaient bloqués, ils appelaient Pierre. Il arrivait, étudiait le problème avec cette concentration totale qui excluait tout le reste, et dans la plupart des cas, trouvait une solution évitant des semaines d'attente. Ça ne marchait pas toujours. Parfois, les problèmes étaient trop complexes, nécessitaient vraiment les pièces originales ou l'intervention de spécialistes. Mais ça arrivait assez souvent que l'entreprise économisait des millions en temps d'arrêt évité. Catherine le promut après 6 mois. Il n'était plus juste un résolveur de problèmes itinérants. Il était directeur de l'innovation et maintenance rapide, avec une petite équipe de jeunes ingénieurs travaillant sous lui. Pierre découvrit qu'il aimait enseigner. Pas de théorie abstraite de manuel, mais de la philosophie pratique. Comment regarder un problème sous perspectives multiples? Comment ne pas être esclave de procédures quand les procédures ne fonctionnaient clairement pas? Comment équilibrer créativité avec responsabilité quand on travaillait avec des machines de millions? Sa vie avait changé de façon qu'il n'aurait pu imaginer. Il vivait dans un appartement moderne à Vénissieux, avec vue sur un parc, conduisait une voiture de société plus neuve et fiable que tout ce qu'il avait possédé, portait des vêtements que sa sœur l'avait aidé à choisir après avoir ri en voyant sa vieille garde-robe. Mais il n'avait pas oublié ses racines. Chaque week-end possible, il retournait à Paris. Visitait son vieux garage, maintenant géré par un jeune mécanicien prometteur que Pierre avait personnellement formé avant de partir. Parlait aux vieux clients, aidait gratuitement quand quelqu'un avait un problème que le nouveau propriétaire ne pouvait résoudre. 2 ans après cet après-midi de juillet, quand un jet avait fait un atterrissage d'urgence près de son garage, Catherine appela Pierre dans son bureau, avec vue sur Lyon. Elle expliqua qu'elle voulait élargir ce que Pierre faisait, pas seulement pour les usines Moreau, mais comme service séparé qu'il pouvait offrir à d'autres entreprises. Toutes les grandes industries avaient les mêmes problèmes, machines coûteuses, temps d'arrêt dévastateurs, attentes interminables pour des techniciens spécialisés. Catherine voulait créer une nouvelle division appelée Moreau Solutions. Pierre serait le directeur. Ils embaucheraient et formeraient des techniciens utilisant son approche, sa philosophie de résolution de problèmes pratiques. Il les enverrait comme consultants à d'autres entreprises, les aidant à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Pierre regarda les chiffres dans la présentation. C'était un investissement énorme, des millions en embauche et formation. Il demanda pourquoi elle pensait qu'il pouvait gérer quelque chose d'aussi grand. Il était, après tout, juste un mécanicien de Roissy sans diplôme ou référence formelle. Catherine rit genuinement. Elle expliqua que Pierre n'était plus un mécanicien de Roissy. Il était quelqu'un qui avait complètement transformé l'approche de maintenance dans toutes leurs usines. Quelqu'un qui avait économisé des millions à l'entreprise en 2 ans. Quelqu'un qui avait le type de crédibilité qu'aucun MBA ne pouvait acheter ou enseigner. Puis elle ajouta quelque chose qui laissa Pierre sans voix. Il ne serait pas juste un employé directeur. Il serait partenaire. 15% de propriété de la nouvelle division. Si ça fonctionnait comme elle le croyait, Pierre serait millionnaire dans 5 ans. 5 ans après cet après-midi où il avait crié à travers une clôture qu'il pouvait réparer un jet, Pierre Dubois était sur une scène d'une conférence industrielle à Lyon. Moreau Solutions était devenu leader reconnu. 60 techniciens formés dans la méthode Dubois. Contrat avec 350 entreprises dans 6 pays, 20 millions de chiffres d'affaires annuels. Pierre avait appris les costumes, à parler devant des foules, à gérer une entreprise. Mais il gardait cette humilité ancrée dans l'expérience pratique, ce respect pour le travail manuel. Son vieux garage à Roissy était maintenant un centre de formation où des jeunes défavorisés apprenaient à penser comme des résolveurs de problèmes. Bourse complète pour ceux qui n'auraient jamais eu d'opportunité.
Catherine était au premier rang. En 5 ans, leur relation avait évolué en respect profond, confiance absolue, compréhension venue d'avoir construit ensemble. Après la conférence, ils prirent un café près de Bellecour, un des rares endroits où Pierre se sentait encore normal. Catherine demanda s'il se souvenait de ce premier jour. Pierre rit, impossible de l'oublier, un jet presque tombé sur sa tête. Catherine admit que le voir marcher sur la piste en jeans, sale, avec des outils bon marché, elle avait pensé que c'était absurde. Pierre demanda ce qu'elle pensait maintenant. Catherine sourit. La meilleure décision de sa carrière, lui donner ses 2 heures. Catherine demanda s'il avait des regrets, s'il manquait la vie simple. Pierre y pensa honnêtement. Parfois oui, cette nostalgie pour finir la journée avec les mains sales, mais le cœur léger. Mais ce nouveau monde offrait quelque chose d'également précieux. Il construisait des systèmes, formait des gens, créait des opportunités pour des jeunes piégés sans perspective. Cela avait un sens allant au-delà de la satisfaction personnelle. Ce soir-là, conduisant vers Vénissieux, Pierre passa par Roissy. Son vieux garage transformé avait des lumières allumées. Un cours du soir, des jeunes sur des moteurs. Il pensa à son père qui avait construit ce garage avec ses mains. Ce qu'il aurait pensé du jet, de Lyon, de l'entreprise, des millions. Son père aurait été fier, mais il aurait dit ce qu'il disait toujours. La valeur d'un homme ne se mesure pas en combien il gagne, mais en combien il aide les autres et laisse le monde meilleur. Pierre avait fait cela. Depuis cet après-midi où il avait crié qu'il pouvait réparer l'impossible, il avait essayé chaque jour de vivre selon cette philosophie. Il n'était plus un simple mécanicien de Roissy, mais dans son cœur, il était exactement ce qu'il avait toujours été. Quelqu'un qui résolvait des problèmes, qui aidait les gens, qui faisait fonctionner des choses cassées, seulement maintenant à une échelle qu'il n'aurait jamais imaginée. Et ce jet réparé en 2 heures avait été le début d'un voyage qui avait transformé non seulement sa vie, mais les vies de centaines de personnes. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un like pour honorer tous ceux qui transforment talent pratique et courage en opportunités extraordinaires. Et si tu veux soutenir des histoires qui célèbrent la valeur du travail honnête et la capacité de saisir les occasions quand tous disent impossible, considère de laisser un merci du fond du cœur. Ton geste permet de continuer à raconter des histoires de personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Parce que parfois tout ce qu'il faut pour changer une vie est le courage de dire « Je peux essayer quand tous les experts certifiés disent que c'est impossible ».